Bonjour, vous le voyez à mon accent, je viens du Québec. J'ai évidemment été interpellé par le colloque francophone d'odontologie, puis je trouvais ça intéressant de venir vous présenter une initiative pour laquelle vous êtes peut-être un peu moins habitués. Donc, SOS Pop, vous voyez, on est tous forts dans les acronymes au Québec, donc je vais vous expliquer un peu plus tard à quoi ça correspond. Juste mentionner, oui, je suis directeur général de Québec Oiseau. D'ailleurs, demain matin, ça fera mon 20e anniversaire comme directeur général, mais je suis aussi biologiste et ornithologue amateur depuis plus longtemps encore. Donc, Québec Oiseau, en bref, c'est une association fondée en 1981 qui avait pour but de regrouper et de représenter les ornithologues du Québec. Les objectifs sont de favoriser le développement du loisir ornithologique, de soutenir promouvoir l'étude des oiseaux et de soutenir la conservation, contribuer en fait à la protection des oiseaux et de leurs habitats. Dans nos actions, on coordonne notamment des programmes de sciences participatives. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça touche tous ces volets-là de notre mission. Ah, oh, ça a marché. OK. Avant d'embarquer dans le programme comme tel, un petit peu de contexte sur l'ornithologie au Québec. Un chiffre clé, 37% des Québécois sont adeptes d'ornithologie. Donc, c'est un sondage qu'on a fait il y a 2 ans, en fait. Donc, ça représente un bassin de 3,3 millions de personnes au Québec qui s'intéressent à l'ornithologie. Ça place évidemment l'ornithologie parmi les activités de plein air les plus populaires. Puis, ça constitue évidemment une base solide pour mobiliser un bon bassin, pour mobiliser des gens, pour collecter des données pour nos programmes structurés comme SOS Pop. Et au Québec, il y a aussi une forte culture de participation citoyenne. On a des programmes qui existent depuis 1900. En fait, le plus vieux programme de sciences participatives existe depuis dans les années 50 au Québec. On avait même on participait aussi au programme de recensement d'oiseaux de Noël qui a été créé aux États-Unis depuis 1900. Donc maintenant, on arrive vraiment au programme SOS Pop. Donc SOS Pop, c'est pour suivi de l'occupation des sites des populations d'oiseaux en péril. Donc comme je l'ai mentionné, c'est un programme de sciences participatives. Puis il y a 2 objectifs. Donc d'identifier les sites importants pour la conservation des oiseaux en péril et aussi d'assurer le suivi de leur occupation au fil des années. Donc c'est vraiment un programme à long terme. Puis les observations du programme sont évidemment intégrées dans la base de données SOS Pop, qui elle-même est versée dans la base de données du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, avec plusieurs autres banques de données sources pour d'autres taxons. Et le programme existe depuis plus de 30 ans. En fait, c'est en 1992 que le programme a été instauré. Petite parenthèse ici, Pierre Fradette, c'est le créateur, le fondateur du programme. C'est lui qui l'a coordonné pendant depuis 1992 jusqu'à 2023 environ. Il a pris sa retraite. Donc, pendant 30 ans, il l'a coordonné. Puis malheureusement, il est décédé il y a environ 6 semaines. Donc, tout ce que je présente aujourd'hui, c'est vraiment lui qui a mis ça qui a mis ça en selle. Donc, pourquoi SOS Pop? En fait, dans les années 90, on avait vraiment un manque là, de données sur la distribution des oiseaux en péril. Il existait plusieurs autres programmes de sciences participatives, mais les oiseaux en péril, les mentions d'oiseaux en péril étaient vraiment plus trouvées de façon opportunistique. Donc, on n'avait vraiment pas une bonne quantité de données. Puis, je peux rappeler que le Québec, c'est un immense territoire. Donc, c'est 3 fois la superficie de la France, dont les 2 tiers nord sont, je dirais, totalement ou quasi totalement inaccessibles. On avait des données d'espèces en péril, mais dispersées dans plusieurs petites banques distinctes. Puis c'était aussi des programmes c'était des suivis qui étaient faits de façon très ponctuelle, donc on n'avait pas un suivi de l'occupation des sites. Donc c'est pour ça qu'on a lancé en SOS Pop en 1992. Donc c'est vraiment pour combler ce besoin-là, donc d'assurer un suivi mais vraiment régulier, puis standardisé au niveau des espèces vulnérables. En Amérique du Nord, il existe de nombreux programmes de sciences participatives. J'en ai listé quelques-uns ici. Donc, le recensement d'oiseaux de Noël qui existe depuis 1900.
le relevé des oiseaux nicheurs qui existe depuis 1970. On a parlé ce matin, au début de l'après-midi des atlas. Il y en existe plusieurs aussi en Amérique du Nord. Et il y a eBird aussi qui existe depuis maintenant quelques années, qui était inspiré en bonne partie d'un programme qui s'appelait EPOC, nous aussi, mais nous on remplace le C par un Q pour Étude des populations d'oiseaux du Québec, qui était la principale source d'inspiration de eBird. Mais à l'exception de SOSPOP, il n'y a aucun de ces programmes-là qui se concentrait exclusivement sur les espèces en situation précaire. Puis même à notre connaissance, ailleurs dans le monde, il n'y a pas rien qui se compare à SOSPOP en termes de cibler uniquement des espèces en péril. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, la totalité ou la quasi-totalité des programmes de conservation qui touchent des oiseaux ou même des habitats utilisent les données de SOSPOP. Ces données sont disponibles, comme j'ai mentionné, sont versées dans la banque de données du patrimoine naturel du Québec. Et ces données sont disponibles à tous les organismes de conservation où ces organismes-là peuvent contacter Québec Oiseaux pour obtenir ces données-là. Donc, ce qui fait qu'on a une très, très bonne connaissance. Tous les organismes du Québec ont une très bonne connaissance collective d'où se trouvent les oiseaux en péril, donc ce qui permet vraiment de faciliter la poursuite des activités de conservation. Donc, à l'origine, SOSPOP, c'était coordonné uniquement par Québec Oiseaux et financé par des programmes du gouvernement du Québec et du Canada. Depuis 2 ans, c'est une co-gestion. Donc, Québec Oiseaux s'occupe vraiment de la coordination des bénévoles et des organismes partenaires. Donc, c'est nous qui collectons les données des observateurs, alors qu'Environnement Canada s'occupe de la gestion et de la diffusion des données. On suit une 50aine d'espèces, donc toutes les espèces qui ont un statut de protection statut de protection qui l'ont déjà ou qui est en devenir, en processus de, puis à l'échelle provinciale ou fédérale. L'intensité des suivis est adaptée à l'abondance de l'espèce ou à des besoins de conservation. En ce moment, on travaille sur le plan de rétablissement du martinet ramoneur. Donc, c'est sûr qu'on essaie d'avoir des données les plus fiables possibles pour cette espèce-là. Donc, le fonctionnement du programme, on a des protocoles standardisés disponibles pour certaines espèces. Pour d'autres, c'est plus opportunistique. Idéalement, on demande de faire des visites annuelles à nos observateurs, mais c'est évidemment impossible de couvrir tous les sites. On a présentement 30 000 sites à suivre dans la banque de données. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, là, on y va vraiment avec des priorités. On cible des espèces prioritaires à chaque année et des sites prioritaires en fonction des besoins de conservation. Puis pour nous aider, on a une personne à Québec Oiseaux qui s'occupe de la coordination du programme, mais on est aidé d'un réseau de responsables régionaux. Donc on a une vingtaine de personnes qui coordonnent à l'échelle régionale, qui supervisent les participants, puis qui coordonnent quels sites vont être suivis dans leur région respective. Depuis le début, on a accumulé 155 000 relevés d'observation depuis le début du programme. Comme j'ai mentionné, on a 30 000 sites suivis à travers le Québec. On a plus de 5 000 participants qui ont fourni des données au fil des ans. Évidemment, ça nous donne une couverture. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre de l'intérêt de la science participative. Là, on couvre avec ce programme-là un territoire qu'on n'aurait pas pu suivre avec des biologistes salariés. Ces données-là sont utilisées par les gouvernements pour déterminer le statut légal des espèces menacées. On distribue aussi ces données-là à des promoteurs privés ou des firmes qui vont évaluer l'impact environnemental de leurs projets, que ce soit l'éolien, le minier ou les constructions de routes. Il y a beaucoup d'organismes de conservation qui utilisent ces données-là parce qu'ils savent, comme je l'ai mentionné tantôt, ils savent déjà à l'avance où sont les espèces menacées de façon très précise. Parce que je n'ai pas mentionné, mais c'est vraiment les nids des espèces en péril qu'on cherche, donc c'est très, très, très précis. Donc ça favorise évidemment la conservation, la protection de ces espèces-là.
Puis, c'est un point d'entrée obligé pour toutes décisions qui touchent les espèces en péril du Québec. Donc, les gouvernements, les promoteurs, organismes de conservation, en fait, c'est vraiment dans les directives de consulter la banque de données SOSPOP. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que SOSPOP démontre que c'est vraiment la mobilisation citoyenne a vraiment un impact concret peut avoir un impact concret sur la protection des espèces en péril. Donc, c'est un programme unique au monde, un modèle reproductible et adaptable ailleurs. Voilà. Merci.